C'est le procès de l'année. Accusé du meurtre de sa femme, Delphine, Cédric Jubilard est jugé aux assises du Tarn, Albi, à partir de ce lundi 22 septembre, et ce pendant 4 semaines. Je vous rappelle brièvement les faits. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine, 33 ans, mère de 2 enfants, disparaît à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Le corps de l'infirmière n'est jamais retrouvé. Rapidement, son mari devient le principal suspect. En détention provisoire depuis juin 2021, Cédric va être jugé donc pour le meurtre de sa femme. On se pose plusieurs questions sur ce procès, notamment comment va-t-il se dérouler? C'est le thème de cette première émission. C'est donc un procès hors norme qui s'ouvre ce lundi 22 septembre, et pour en parler, qui de mieux que celui qui suit l'affaire depuis ses débuts, qui va couvrir le procès pendant les 4 prochaines semaines, Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi, auteur également de Jubilard, une enquête inachevée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Georges Catala, avocat pénaliste qui a défendu, entre autres, Jacques Viguier, autre mari accusé de la disparition de son épouse, finalement acquitté. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce procès est attendu depuis des années maintenant. Il semble passionner les Français. Ma première question donc s'adresse à tous les deux. Comment définiriez-vous ce qui va se passer lors des 4 prochaines semaines ? Mais écoutez, c'est un procès très attendu. Évidemment, 4 semaines, ça paraît long, ça paraît court aussi à la fois. Alors, on a affaire à un accusé, Cédric Jubilard, voilà, qui a une personnalité assez particulière. On le sait hein, depuis 4 ans. Voilà, qu'on le côtoie indirectement. On sait que c'est un personnage insaisissable, on sait qu'il est habitué de quelques coups d'éclat, il a multiplié dernièrement voilà, les déclarations un petit peu choc. Donc dans ce genre de procès, où on le sait, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de scène de crime identifiée, c'est le genre de procès où tout est possible, par définition. On sait très bien que la famille de Delphine, elle, sera là pour attendre des réponses, puisqu'elle considère qu'il est responsable de la disparition de Delphine. Donc elle attend des réponses, elle attend des éclaircissements, et ça va même bien au-delà de simples aveux, puisqu'elle est aussi en quête de savoir où est-ce que se trouve la dépouille de Delphine Jubilard. Donc toutes ces réponses, toutes ces questions, on va les attendre. Alors évidemment, cette affaire, elle interroge aussi la justice, parce qu'on est dans un dossier quand même assez atypique, même si la justice a déjà, par le passé, condamné des accusés dans des dossiers sans corps, sans aveu. Ce n'est pas une première, mais cette affaire est quand même assez singulière. Et vous, maître ? Moi, je vois ce dossier avec une certaine appréhension et beaucoup d'inquiétude, parce que j'ai l'impression, je ne connais pas le dossier. Je ne connais pas Jubilard. Ce que je sais, c'est qu'une femme a disparu dans des circonstances extrêmement troublantes. Ce que je sais, c'est qu'il y a des enquêteurs, des juges d'instruction, et puis ensuite un procès. Et je suis un peu dans l'inquiétude parce que, encore une fois, je dois souligner qu'à Toulouse, on va vite en besogne. C'est-à-dire que depuis l'affaire Calas, on a l'impression qu'on se précipite dans un premier temps vers des gens pour les condamner avant même qu'ils aient été devant la justice, c'est-à-dire devant la cour d'assises. Dans cette affaire Jubilard, tout ce que je lis m'inquiète, puisqu'il est écrit, sauf quelques journalistes qui gardent la plume avec, si je puis dire, une certaine boussole, nous en avons un ici. Mais pour ce qui est le reste, on a l'impression qu'il y a une atmosphère de chasse à courre qui se prépare, la corrida. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Je rappelle les principes. Les enquêteurs sont là pour apporter des preuves. Ces preuves sont soumises au jury, puisque la cour d'assises sera composée de 6 personnes qui sont juges d'un jour, des gens comme vous et moi ou d'autres, 3 magistrats professionnels. Et pendant 4 semaines, on va examiner la preuve,
la véracité des preuves, et en définitive, à travers ces preuves objectives, traces de sang, ADN, propos tenus par les uns ou par les autres, etc., on jugera. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où on ne prend pas parti a priori, à partir du moment où l'on considère qu'il faut qu'il y ait les 4 semaines qui s'écoulent pour qu'on se fasse une opinion, est-ce qu'on n'est pas en droit de s'indigner de tous ces jugements avant-coureurs qui proclament, alors même qu'ils ne connaissent pas le dossier, la condamnation, la chronique d'une condamnation annoncée. Je l'ai vécu, ça, je l'ai vécu dans l'affaire Viguier. On en reviendra. Selon vous, on ne respecte pas la présomption d'innocence? J'ose espérer qu'elle sera respectée. Car il y a une mécanique devant la cour d'assises. L'accusation doit prouver, la défense doit dire ce qu'elle a à dire, et le président doit être neutre. Il doit arbitrer cette espèce de combat, qui doit être loyal, entre l'accusation qui est là avec des moyens extraordinaires pour apporter des preuves, et la défense qui est là tout tenue pour tenter d'endiguer ce qui est présenté. Ça, c'est la règle du jeu. Si la règle du jeu est respectée, et qu'au bout du compte, Jubilard soit condamné parce qu'il est reconnu coupable, je ne suis pas pour le laxisme, moi. Je considère que si c'est lui, sans doute faut-il le condamner sévèrement. Mais si les preuves ne sont pas apportées, eh bien, l'honneur de la justice, c'est d'acquitter. Et ça, de toute façon, on le découvrira, on aura les réponses à ces questions dans les prochaines semaines. Frédéric, vous qui suivez l'affaire depuis le début, qu'est-ce qui va se jouer justement dans les premiers jours du procès ? Mais dans les premiers jours, on aura toute une semaine qui sera consacrée donc à l'enquête, puisqu'on aura les gendarmes qui viendront dérouler 3-4 ans d'investigation. Donc ça sera un moment fort, puisque on sait que voilà, on va refaire l'instruction, donc on repart à zéro et on met à plat tous ces indices, toutes ces charges. Alors évidemment, pour l'accusation, il y a toujours ce scénario qui va prendre toute la place, hein, c'est-à-dire que on peut le rappeler, on suppose que durant cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, dans cette maison à Cagnac-les-Mines, ce couple Jubilard qui est en crise, qui est en cours de séparation, Delphine est sur son canapé, elle envoie un dernier message à son amant, et d'après les éléments de l'accusation, Cédric Jubilard se serait levé, aurait surpris son épouse en train d'envoyer ces fameux messages, et aurait eu un geste maladroit, voire il se serait déroulé sûrement un étranglement, sûrement un étouffement. Il aurait transporté le corps dans cette voiture, dans cette 207 bleue du couple qui est garée face à la maison, et il aurait dissimulé le corps à un endroit qu'il avait auparavant repéré. Voilà, c'est la trame globale. Tout ça est soutenu par des éléments, des indices qui viennent en quelque sorte s'agréger les uns aux autres pour objectiver la thèse de la dispute, à savoir l'enfant qui aurait été témoin de cette dispute, des cris de femmes mêlés à des aboiements de chiens qui auraient été entendus cette nuit-là en direction de la maison des Jubilards, cette voiture qui aurait changé de sens durant la nuit, et, dernier élément, une paire de lunettes appartenant à Delphine qui aurait été retrouvée brisée le lendemain matin. Voilà. Donc là, on a la trame, mais évidemment, il y a des zones d'ombre, et est-ce qu'à l'issue de ce procès, ces zones d'ombre seront éclaircies par le jaillissement de la vérité ? On l'espère. En tout cas, il peut tout se passer, parce que, encore une fois, les éléments de preuve irréfutables, on ne les a pas. Chaque indice, chaque élément relevé dans ce scénario hypothétique peut être contesté. Donc voilà, comme a dit Maître Catala, à l'accusation d'être suffisamment forte pour étayer des éléments de preuve, et à la défense aussi d'opposer un contre-argumentaire. C'est le comportement aussi de Cédric Jubilard qui a beaucoup été, on va dire, dans la lumière après la disparition de sa femme. C'est justement, on attend que le regard justement sera important sur son comportement dès le premier jour de l'audience. Alors ce comportement, oui, il pose problème. Ce comportement, il a été souligné très tôt par les gendarmes, qui ont d'ailleurs rédigé un PV sur ce comportement jugé inadapté, parce que dans notre grille de lecture classique, lorsque
une épouse, une femme disparaît de la maison, le premier comportement entre guillemets normal, ça serait de la chercher activement. Voilà. Et ce que les enquêteurs ont noté, ont observé durant les jours qui ont suivi cette disparition, Cédric Jubilard manifestement n'a pas ce comportement adapté, c'est-à-dire qu'il prend son téléphone pour jouer à des jeux, qu'il se connecte à des sites de rencontres amoureuses, qu'il ne fait pas suffisamment de pas, soi-disant, pour chercher sa femme. Voilà. Mais à tout ceci, on peut opposer aussi le contraire. C'est qu'il ne faut pas oublier que dans ce couple qui est en cours d'implosion, Cédric Jubilard sait qu'il est en train de perdre sa femme. Il lui en veut terriblement, il est toujours amoureux d'elle. Et il ne supporte pas l'idée de la perdre, d'autant qu'il va perdre aussi sa maison. Auquel il tient beaucoup, puisque c'est lui qui l'a construite. Donc, si vous voulez, il y a chez lui quelque chose... alors, peut-être que... évidemment, on ne peut pas se mettre à sa place, mais... Voilà, on lui fait le reproche de ne pas chercher sa femme. En même temps, les enquêteurs lui disent non, n'interférez pas à l'enquête parce que laissez travailler les enquêteurs. Donc lui, il se retranche derrière cet argument aussi pour dire « Mais non, je ne vais pas chercher ma femme puisqu'on me dit de ne pas le faire. Ma femme, en même temps, voulait me quitter. » Bon, voilà, il y a un contexte particulier. Cédric Jubilard, on le sait, c'est quelqu'un qui... on lui a dressé le portrait à Cédric Jubilard. Hein, c'est un fumeur de joint. C'est quelqu'un de menteur, de manipulateur, de colérique. Il s'emporte beaucoup. Il peut être dur avec son fils. Donc c'est un portrait, en quelque sorte, au vitriol, mais ça fait pas de lui un coupable. On sait déjà un petit peu la stratégie juste de la défense sur ce procès, on l'imagine. La défense fera très vraisemblablement du bon boulot parce que les avocats sont de qualité, il faut le souligner. Au même titre que la partie civile est composée de gens qui sont également tout à fait excellents. Mais si j'y étais, moi, qu'est-ce que je dirais? Je dirais d'abord qu'il faut respecter les principes. Il n'appartient pas à Jubilard de démontrer qu'il est innocent. Il ne peut pas. Il appartient à l'accusation de démontrer qu'il est coupable. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà, à travers les propos qui viennent d'être tenus d'une façon excellente par mon ami? La scène aurait eu lieu à huis clos, dans une maison inachevée, malpropre, avec des chiffons, avec des murs qui ne sont pas encore tapissés, etc., etc. Et c'est une scène, d'après l'accusation, de violence exacerbée, qui explose tout d'un coup, puisque Jubilard n'est pas poursuivi pour assassinat. Il est poursuivi pour avoir passé à l'acte dans le cadre d'un affamement qui peut être dicté par le fait qu'il aimait sa femme ou qu'il n'aimait pas du tout, qu'il était jaloux, qu'il était possessif. Bref, tout ceci est connu et archi connu. Combien de gens qui sont en couple ont d'affreux moments où l'on s'engueule, où l'on crie, où l'on vocifère, ou même, quelquefois, on est violent. Mais s'il y a une scène de violence dans une maison qui n'a pas été nettoyée, les enquêteurs ne disposent de moyens qui ne sont plus ceux du Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous avez des moyens d'investigation qui sont époustouflants. Le moindre poil, le moindre cheveu, la moindre trace de sang, le moindre liquide de quelque nature que ce soit, vient apporter la démonstration qu'à tel endroit, il y a eu une scène de violence. Si aucune démonstration n'est apportée, c'est ce que je crois avoir lu, ou une démonstration très sibylline qui apporterait l'idée que peut-être dans cette maison il y a eu à un moment donné des disputes, etc. Mais s'il n'y a pas de scène de crime, je trouve que c'est en tous les cas un sujet d'exaltation pour la défense. Pas d'aveu, pas de corps et pas de scène. Mais j'ajouterais que l'accusation serait très solide, peut-être, si elle disait cet homme a pris les choses en amont, il a l'intention de tuer bien avant cette fameuse soirée, et donc il a réfléchi à ne laisser aucune trace,
et il a réfléchi à faire disparaître le corps. Or là, nous serions, vous me demandez de dire ce que je dirais si j'étais à la défense, mais je ne prends pas parti. Nous serions dans une situation où on aurait affaire à un homme que l'on décrit rustre, falot, sans trop de personnalité, et d'autre part, pour que ça tienne, on le décrit comme un magicien, qui est capable de tuer quelqu'un salement, puisqu'il y a la crise, il y a la méchanceté, il y a tout ce que vous voulez, de ne laisser aucune trace, et en plus, de prendre d'une façon inopinée, intuitive, immédiate, l'initiative de faire disparaître un corps d'une façon telle que, malgré les recherches exacerbées des gendarmes avec les hélicoptères, les chiens policiers, etc., on ne le trouvera pas. Or, un homme qui se trouve dans une situation de pulsion criminelle, il est troublé, il est d'une façon incontestable dans une sphère qui lui interdit la réflexion, et on voudrait que dans cette sphère qui interdit la réflexion, puisque c'est un crime passionnel, on voudrait qu'il ne laisse aucune trace, d'une part, et qu'il fasse disparaître le corps par magie. Je crois qu'il y a là des arguments qui sont malgré tout classiques, et que j'ai eu à affronter, c'est pour ça que j'en parle savamment, dans l'affaire Viguier. Exactement la même chose. Justement, cette affaire, vous venez d'évoquer quelques similitudes. C'est une affaire comparable que vous avez vécue. Pas de corps, pas d'aveu. Pourtant, on a eu un acquittement à la fin. Est-ce que c'est quelque chose un scénario que l'on peut envisager également sur cette affaire Jubilard? Encore une fois, vous avez 4 semaines de palabre, 4 semaines de procès. Si vous pourriez rappeler un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire Viguier en quelques mots également. L'affaire Viguier, c'est un professeur de droit tout à fait honorable, très aimé de ses élèves, quelquefois même trop, qui, un beau jour, entend sa femme arriver à 4 heures du matin, dans la petite villa qui était celle du couple. Il y a les 3 enfants qui dorment. Il entend claquer les talons, son épouse vient de faire un tournoi de tarot. Elle est accompagnée, nous le saurons par la suite, par son amant. Et le lendemain, Jacques va faire un footing. Il court pendant demi-heure, il revient, plus de femme. Elle disparaît définitivement. À partir de ce moment-là, il est normal qu'on suspecte le mari. Il est normal qu'on suspecte l'entourage de cette femme, et c'est ce que vont faire les policiers d'une façon telle que rien ne sera démontré. Pourquoi rien n'est démontré? Parce qu'il n'y a rien de démontrable, parce que Jacques n'a pas tué sa femme. Mais il faut quand même se souvenir que ce professeur de droit va pendant 9 mois être au cachot, en prison. Il faut peut-être se rendre compte que Jubilard, bien que présumé innocent, entame, je crois, sa 5e année en prison. Et il faut se dire encore une fois que peut-être que les choses ne sont pas très bien faites, parce que moi je me souviens de l'affaire Viguier, le premier jour, les juges d'instruction, dans une interrogatoire qui a duré 11 heures, les premiers mots du juge d'instruction seront « Monsieur, vous êtes un monstre ». Or, je rappelle les principes, un juge d'instruction, il est là pour instruire à charge et à décharge. La meilleure des démonstrations, c'est qu'il va y avoir un démenti flagrant à 2 reprises. La cour d'assises ne dira pas que Jacques Viguier est un monstre, elle dira au contraire que c'est un homme tout à fait honnête qui a été accusé à tort. Dans l'affaire Jubilard, puisque vous me demandez de faire un parallèle, j'observe que les 2 magistrats instructeuses ont fait une entrave aux règles les plus élémentaires, c'est qu'elles ne sont pas là pour juger, elles sont là pour instruire. Or, on lit dans une ordonnance de renvoi qu'il est coupable. Elle proclame sa culpabilité, ce qui signifie en clair que les 6 jurés qui vont être réunis pendant 4 semaines, plus les 3 magistrats professionnels, circuler, il n'y a rien à voir, il est coupable. Et donc, je dis que il y a un danger. C'est dans ce genre d'affaires où nous n'avons presque plus rien, où nous n'avons rien, la femme, on ne sait pas où elle est, elle a disparu,
il n'y a pas de scène de crime, ceux qui sont soupçonnés nient les faits avec persistance et cohérence. Je dis qu'on peut se heurter à un parti pris et qui peut aiguiller la justice dans un sens qui n'est pas le bon. Alors, je répète encore une fois, si c'est Jubilard, qu'on le condamne très sévèrement, mais qu'il soit jugé sans aucun parti pris. Il y a quand même voilà, pas mal, donc il y a pas mal de similitudes, mais il y a aussi pas mal de différences entre ces deux affaires, Frédéric. Oui, ben la première qui saute aux yeux, c'est... On en a discuté d'ailleurs avec Maître Catala. L'un est très riche. Voilà, c'est la différence de classe. Selon que vous soyez puissant ou misérable, disait La Fontaine. Donc, effectivement, déjà, on peut s'interroger sur cette différence de traitement. Cédric Jubilard a passé 4 ans, un peu plus de 4 ans en détention provisoire. Jacques Viguier en a passé 9. Il est professeur de droit, l'autre est plaquiste. Bon, chacun se fera son opinion. Donc voilà, il y a forcément des différences. Mais bon, après, il y a des similitudes. Il y a sur le terrain de la différence, évidemment, il y a des choses aussi qui les éloignent, ces deux affaires, malgré tout. On sait que sur l'affaire Jubilard, notamment, il y a une journée qui est très importante, c'est la journée du 15 décembre, quelques heures avant la disparition de l'infirmière. Cette journée, il se passe beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les gendarmes en parleront avec force et détail sur cette journée, puisque ce jour-là, Delphine Jubilard est en communication avec la compagne de son amant. Son amant, si vous voulez, apprend à sa compagne depuis quelques jours, quelques heures qu'il a l'intention de la quitter. Donc les choses se précipitent un petit peu. Le couple, à la fois Delphine et cet amant, dessert un petit peu l'étau autour d'eux. Donc, bon, cette journée, elle se concrétise aussi on le sait, par un achat de caisses de vin, à la fois par Delphine et par cet amant, voilà, pour célébrer leur future union, puisqu'on sait qu'ils ont l'intention de vivre ensemble après les vacances de Noël. Donc voilà, donc il y a tout un contexte et on sent que les choses se précipitent un petit peu. Ce procès va durer 4 semaines. 4 semaines, c'est long. Comment on sort d'un procès aussi long, psychologiquement, notamment, vous qui avez... Voilà, rincé, mort. Mort. On ne reviendra jamais plus dans ce genre de choses. Et 3 ou 4 jours après, on a envie de recommencer. Je veux dire par là que... il faut bien comprendre dans la topographie, j'aurais même tendance à dire la morphologie d'une cour d'assises, vous avez le principe d'inégalité qui est proclamé, puisque vous avez en haut un avocat général ou 2 habillés en rouge, au milieu un président habillé de la même façon, il porte le même costume, le même maillot que les avocats généraux, et en bas, habillé en noir, la défense. C'est dire que pour que les choses soient équitables, correctes, et qu'elles satisfassent les exigences de justice, la défense est obligée de se livrer à un sport extraordinaire. Car pour établir l'égalité, quand vous avez quelqu'un qui arrive détenu, qui va peut-être orienter l'interrogatoire dans un sens qui est favorable à l'accusation, c'est un combat de tous les instants, un combat qui va durer pas mal de temps et qui peut permettre d'imaginer que si le combat est loyal, il puisse se passer des coups de théâtre. Il y a des moments dans la cour d'assises où tout à coup vous avez la vérité qui jaillit, dans un sens ou dans un autre. Il y a des moments qu'on appelle le coup de théâtre ou des phénomènes, soit dictés par le témoignage de Dupont ou de Durand, soit dictés par un expert qui viendra dire le contraire de ce qu'il a écrit, qui va se faire laminer par la défense, soit dictés par 1000 choses. Tout ceci va faire la vie de ce procès. Et pour répondre à votre question de savoir dans quel état les avocats se trouvent, à la fin, ils sont exténués parce que ils sont les gardiens vigilants d'une orthodoxie, c'est-à-dire celle qui consiste à établir l'équilibre. Et puis, en plus, ils sont
des empêcheurs de tourner en rond. Vous imaginez dans quelle situation ils arrivent, les avocats, là-dedans? Puisque vous ne pouvez pas lire... D'autant plus peut-être avec une certaine pression médiatique. Ben oui, vous ne pouvez pas lire quelque chose d'objectif, puisque tous ceux qui écrivent, à l'exception de ceux qui sont objectifs, et vous avez le bouquin qui a été édité, que je conseille vivement d'acheter, parce qu'il est d'une grande qualité, à l'exception de votre livre, moi je trouve que on est dans la supposition, la supputation, l'accusation, et tout ceci fait pression. Parce que j'imagine les scènes les chaînes de télévision telles qu'elles vont présenter le procès juste avant que cet homme arrive enchaîné. Alors, il est vrai que c'est une tâche extrêmement dure pour la défense, au même titre qu'il faut respecter les avocats de la partie civile. Certains défendront d'une façon très véloce la mémoire de la victime, le sort qui est réservé aux enfants communs, etc., etc. Le procès, c'est ça. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer dans l'équité, dans le respect. Et je pense, moi, que si les choses se déroulent comme ça, nous aurons des coups de théâtre et une autre opinion, parce que tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, c'est dans un huis clos. La justice, elle ne jette pas les dossiers pour que tout le monde s'en imprègne. Elle fait son boulot, plus ou moins bien. J'ose espérer qu'elle a bien fait. Les enquêteurs ont fait leur boulot. Et puis ensuite, tout à coup, il y a une lumière extraordinaire qui va jaillir et qui va éclairer tout ça. Il n'y a pas eu d'éclairage jusqu'à présent. Donc elle va éclairer quoi? Elle va éclairer les points d'interrogation que nous nous posons. Comment, dans une maison qui est sale, qui n'a pas été nettoyée, il peut y avoir tout à coup un courant de pensée, une exaltation criminelle qu'il faut bien entendu nettoyer en peu de temps, etc. Or, si je comprends bien, c'est lui qui était maître de l'horloge. Je crois que c'est lui qui a téléphoné assez rapidement aux enquêteurs. Bon, alors tout ceci, ça peut être balayé par des éléments qui peuvent apparaître. Les aveux. Pourquoi pas? Pourquoi pas cet homme qui se serait obstiné pendant 5 ans ne se trouverait pas tout à coup en train de considérer que s'il veut le salut du ciel et de la justice, il faut qu'il avoue. Pourquoi pas? Mais il peut y avoir de l'autre côté également des coups de théâtre qui, à mon avis, peuvent contribuer à un acquittement. On ne sait pas. Frédéric, je vous voyais hocher de la tête. Justement, est-ce que cette médiatisation aussi peut avoir peut-être une influence sur le déroulement du procès? Elle en a eu déjà sur l'organisation du procès, puisqu'on voit bien que cette organisation... ce procès s'inscrit dans la lignée des gros procès terroristes, des grosses affaires qui ont été jugées à Paris ces dernières années. Le procès des attentats du Bataclan, où on avait à peu près le même système. On a 2 avocats généraux, ce qui est rare pour une affaire comme celle-là, parce que 2 avocats généraux, on retrouve ça, si vous voulez, dans des dossiers de crimes organisés, de gros dossiers de stupes ou des procès terroristes. Là, on a une affaire de droit commun, 2 avocats généraux, donc c'est dire... toute l'importance de ce qui va se passer. Et puis, on voit bien que la justice, l'accusation, prend les choses très au sérieux. Oui. La justice ne peut pas être démentie. Il faut partir de cette idée. La justice, qui est composée d'enquêteurs, juges d'instruction, chambre d'instruction, et qui emmène un dossier ficelé devant la cour d'assises, en disant vous êtes accusé d'avoir tué votre femme, elle n'aime pas être démentie. Pour certains juges, l'acquittement, c'est une injure qui est faite à la justice. Alors que pour moi,
Acquitter quelqu'un, c'est un honneur. Ça veut dire qu'on a fait les choses comme il fallait les faire, on a étudié les questions comme il fallait les étudier dans l'équité la plus totale. Au bout du compte, on considère qu'il n'y a pas de preuves, on acquitte. Alors, qu'ils soient 2, les avocats généraux, ou 5 ou 10, qu'est-ce que ça change, puisque la tâche qui leur incombe est de prouver. Donc pendant 4 semaines, les gens qui sont dans le bain, et Dieu sait si le fait de passer du simple citoyen à jury et juré change la mentalité du bonhomme ou de la femme qui est appelé de juger, parce que... Le rôle est essentiel au jury. Évidemment, ils ont un rôle essentiel dans la mesure où le président n'est pas plus égal que... est placé sur le même pied d'égalité que le jury. C'est encore un autre problème. Mais dans la mesure où nous avons des gens qui viennent avec la curiosité du bon juge, écoutez l'accusation qui vient dire « Voilà pourquoi ça s'est passé de cette façon. Voilà pourquoi ça s'est passé à 10 ou 11 heures du soir. Voilà pourquoi les cris qu'on a entendus sont pertinents. Voilà pourquoi les lunettes qui ont été cassées sont imputables à une scène de violence, etc., etc., etc. » On entend, on enregistre, on entend la défense qui très vraisemblablement a fourbi ses armes et dira les raisons pour lesquelles tout ceci n'est pas prouvant. Et à partir de ce moment-là, on se fait une idée. Pendant 4 semaines. Vous voyez qu'on est très loin des idées a priori. Dans la mesure où il y a une mécanique qui se met en place, où les gens sont honnêtes et écoutent et entendent, etc., etc. Et si au bout de du compte, la mécanique, c'est-à-dire la justice, au sens noble du terme, considère que c'est lui, alors, eh bien, écoutez, qu'on le châtie, hein, parce qu'il aura pris les autres pour des imbéciles, avec un culot de notre monde, pendant 5 ans, il s'est moqué, bien entendu, de tout ce qui l'entourait, etc., etc., qu'on le châtie, mais qu'on prouve que c'est lui. Après, cette forte médiatisation, alors on va pas faire ça serait le comble de faire le procès des médias, si vous voulez, parce que si on regarde les choses telles qu'elles se sont passées depuis ces 4-5 dernières années, le point de bascule et l'élément, si vous voulez, déclencheur de tout ça, c'est quand même la conférence de presse du procureur, le 18 juin 2021. C'est lui qui, en quelque sorte, a donné le ton par des déclarations erronées et très orientées. Et donc, ça a été là, véritablement, le point de bascule. Parce qu'on parle beaucoup de médiatisation, de surmédiatisation de cette affaire, mais ce qui a surtout déclenché les foudres, c'est surtout cette conférence de presse électrique qui a véritablement fait sortir la défense de ses gonds et cette défense s'est sentie légitimement autorisée à monter au créneau pour, pendant ces 4 années, battre en brèche tout cet argumentaire qui était, on s'en est rendu compte après, mensonger, tout simplement. Je disais qu'à Toulouse, on a tendance à aller vite en besogne. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Ici, vous avez un procureur qui se lève, avec toute l'autorité que cela comporte, et qui vient asséner des contre-vérités pour asseoir l'accusation. C'est presque inédit. Dans d'autres affaires, à Toulouse, on a assisté à une sorte de corrida médiatique encouragée par certains, à l'encontre, vous vous souvenez de l'affaire Allègre-Baudize, etc., etc., où cet homme qui était pour rien, je parle du maire de la ville, s'est trouvé épinglé devant l'opinion publique, etc. Alors, tout ça, ça veut dire que il faut garder raison. Il faut prêcher que la justice fasse son boulot. Et pour qu'elle le fasse encore une fois, il faut l'équité, le respect de l'autre. On peut s'interroger sur ce principe qui, à mon avis, a été bafoué. C'est le principe de un homme est innocent, on le garde en prison le temps qu'il faut, mais on ne le garde pas 5 ans en détention provisoire. Il n'y a pas de raison. On arrive quasiment au terme de cette émission. Peut-être un petit mot chacun, une petite phrase sur ce que vous attendez personnellement de ce procès.
Il y aura forcément une vérité judiciaire, quelle qu'elle soit. Alors elle ne sera pas satisfaisante pour un camp ou pour l'autre, on le sait. Ça donnera d'ailleurs lieu à un second procès, on peut le dire, parce que forcément, ça sera tout ou rien. Donc voilà, non, on espère que surtout on en sache un peu plus sur ce qui s'est passé, sur... voilà, et puis cette justice quoi, qui donne aussi qui se regarde en face, qui fasse aussi son autocritique quelque part en jugeant et en essayant d'apporter les bonnes réponses. Et vous serez là de toute façon pour couvrir ces 4 semaines, les 4 semaines, vous serez présent. Et vous, mettre un petit mot voilà, sur ce que vous attendez de ce procès en tant que voilà, pénaliste. Et moi j'attends que les principes du droit soient appliqués, qu'il y ait une bonne justice, encore une fois, qui ne peut pas intervenir si d'emblée il y a un déséquilibre entre l'accusation et la défense. Donc je pense qu'avec tout l'impact médiatique, parce que la presse sert à quelque chose quand même aussi, hein. Il va y avoir énormément de journalistes et celui ou celle qui préside la cour d'assises ne peut pas laisser les choses au hasard. Elle va être observée. Et peut-être même, s'il le faut, critiquer, si elle prend parti, car il faut savoir qu'un président ou une présidente de cour d'assises doit être, comme un juge d'instruction, neutre, arbitre et impartial, et ne peut pas exprimer son point de vue. Et à partir de ce moment-là, si les choses se passent comme je pense que ça se passera, un grand procès avec une grande présidente et de bons avocats, je pense que nous irons vers quelque chose qui devrait satisfaire la justice. Merci à tous les deux, Frédéric et Maître, d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette première émission dédiée au procès Jubilard. Pour suivre au plus près les avancées de ce procès, rendez-vous sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Prochaine émission dans une semaine, donc après la première semaine d'audience de ce procès qui, je le rappelle, débute ce lundi 22 septembre. La Dépêche.